Ils sont près de 65% de la population camerounaise. C'est eux qui généralement sont ceux qui votent le plus. C'est eux-mêmes aussi lors des dernières inscriptions sur les listes électorales qui ont été les plus nombreux à s'inscrire. Il faut dire que cette catégorie jeune au Cameroun, qui depuis quelques années était présentée comme fer de lance de la nation, tarde toujours à être devant quand il faut parler de gérer. Cela qui, il faut le dire, on demande toujours de venir donc acter, parfois aussi même voter, se voir. Quand il faut maintenant choisir ceux qui doivent diriger, être mis en second rang. Ils sont nombreux aujourd'hui qui demandent un peu plus de visibilité, qui demandent aussi un peu plus de visibilité, je voulais le dire, quand il s'agit donc de diriger le Cameroun. Ces jeunes-là qui aujourd'hui sont de plus en plus dans les partis politiques, mais n'occupent pas toujours les postes phares. Ces jeunes-là qui depuis sont dans les méandres même du pouvoir, mais sont un peu marginalisés, doivent dire leur voix. Les jeunes qu'est-ce qu'ils peuvent donc faire pour 2025 quand certains parlent même d'une potentielle, pour mieux parler français, alternance politique au Cameroun. Quel est le rôle qu'ils peuvent véritablement jouer? On en parle dans cette édition de Face à vous. On ira aussi voir cette intelligence dite artificielle qui, depuis Dame le Pion à l'intelligence, même la vraie, qui a été connue depuis quelques décennies, ces fake news qui de plus en plus sont dans les différents réseaux sociaux et autres plateformes qui, de fois, font en sorte que les Camerounais ne puissent pas, bien évidemment, voir clair dans le développement de les pays. La dernière en date, effectivement, c'était cette affaire autour de l'état de santé du chef de l'État avec à la clé des professeurs agrégés et autres hommes de sciences qui n'arrivaient pas toujours à s'entendre sur, pourtant, une notification, je voulais dire, un acte qui est bel et bien construit au niveau de la Constitution du Cameroun, c'est-à-dire le nombre de jours que le chef de l'État peut faire à l'extérieur. Ils étaient donc nombreux à se tromper sur ce sujet, mais aujourd'hui, il faudrait véritablement voir qui peut éclairer la lanterne des Camerounais, puisqu'il faut le dire, celui qui a l'information peut aussi prendre des bonnes décisions, des décisions qui ne sont pas toujours bonnes face à ces fake news et autres intelligences artificielles qui font en sorte que la population ne puisse pas voir clair. Mesdames et messieurs, voilà les deux sujets qui vont meubler cette édition de Face à vous. Je vous présente nos invités juste après ce bout de générique. Ils nous font l'honneur d'être avec nous ce soir. Je vais effectivement d'abord introduire Mathurin Biol, qui est un habitué de la maison et qui nous fait l'honneur d'être avec nous. Bonsoir Mathurin. Bonsoir Jean-Marie Onambélé, bonsoir aux millions de téléspectateurs et bonsoir aux militants du Social Democratic Front qui sont aujourd'hui scotchés devant leur écran pour suivre cette émission. Merci pour l'invitation. Moi, j'ai lu tout à l'heure Alexis Angwa de DevInfo qui disait que vous avez fait un comité exécutif national sans réconciliation avec des belles résolutions. Est-ce une vérité? Alors que certains pensaient que lors de ce comité exécutif national, le fameux NEC, des décisions concernant la réconciliation avec ceux qui sont partis pouvaient déboucher. Il faut le dire clairement, le chairman du SDF, l'honorable Jouchou aussi, a dit lors de ce NEC que le SDF est ouvert à la réconciliation, que lui-même en personne, il est ouvert à la réconciliation. Donc, les bras du SDF sont ouverts. S'il y a des militants, n'est-ce pas, qui pensent que ils sont revenus peut-être à la raison et qu'ils devraient revenir également à la maison. La maison est ouverte, ils peuvent cogner à la porte et les structures qui peuvent les accueillir vont les accueillir, notamment celles qui sont à la base, c'est-à-dire les cellules. Donc ils peuvent se rapprocher d'une des structures. Mais c'est compliqué quand même pour quelqu'un qui est déjà au top management, je peux dire ainsi, du SDF, repartir dans une cellule juste parce qu'il a envie de revenir. Du moment où vous avez été sanctionné par le NEC et que vous avez eu soit une exclusion, soit on a constaté un 8-2, n'est-ce pas, et que vous souhaitez revenir au SDF, vous commencez par la base. C'est la loi, c'est ainsi que les statuts le prévoient. Donc vous prenez une carte dans une structure, dans une cellule, vous rencontrez un responsable de la cellule, vous êtes réadmis et vous pouvez évidemment reprendre votre parcours au sein du SDF et il est fort possible que
vous soyez peut-être demain encore conseiller municipal, député ou sénateur à partir de ce trajet-là. Donc les portes ne sont pas ouvertes, ne sont pas fermées, je veux dire. Donc ceux qui pensent que voilà, ils ont peut-être analysé la situation, ils ont compris que leur carrière politique, ils peuvent la faire au sein du SDF et qui souhaitent revenir, ils seront bien accueillis. Donc nous sommes tout simplement à leur disposition. Nous qui dirigeons aussi des structures dans certaines régions, notamment la région du littoral. Parce qu'il faut dire que vous êtes vice-président, effectivement, de la circonscription électorale du littoral. Vice-président de la région du littoral. Donc, s'il y a un militant de la région du littoral qui avait été peut-être frappé d'une sanction et qui pense qu'il peut revenir à la maison, il peut me contacter et nous allons arranger son retour au sein du parti. Nous ne pouvions parler de jeunes d'entrée longue sans effectivement avoir certains qui soutiennent le nouveau champion Franck-Emmanuel Biya et Moubarak Fondikou qui nous fait l'honneur de s'être déplacé depuis Yaoundé, un des cadres de ce mouvement, le mouvement franquiste. Bonsoir Moubarak. Bonsoir Jean-Marie, bonsoir à ton riche panel et à tes milliers de téléspectateurs qui nous suivent. J'ai envie de saluer particulièrement les populations de Manjo, qui, autour du secrétaire général de ce mouvement, M. Agé Polélimbi, nous suivent actuellement. Et comment se porte le mouvement? Depuis, on ne vous sent plus clos, entre guillemets, on ne voit plus clos cette dynamique-là qui jadis se faisait voir. Bon, mais le champ politique est fait d'opportunités. On ne va pas se mettre à crier quand il n'y a pas occasion de se mettre en action. On se met en action lorsqu'il y a le besoin. Et aujourd'hui, si le mouvement des franquistes doit passer un message, celui de son président, M. Rahim, c'est de dire aux Camerounais de continuer à rester confiants, de continuer à croire aux institutions et à la République, de ne pas céder aux sirènes de la désinformation, aux sirènes de la déstabilisation et du désordre qui rôde autour du Cameroun depuis plus d'une décennie et qui a pour ambition de construire un projet politique autour de la déstabilisation afin d'arriver à certaines positions de pouvoir. Nous allons saluer, comme vous, le président Rahim Noum, qui nous suit actuellement, le président et même fondateur de ce mouvement des franquistes. Juste en face de vous, nous avons un jeune aux dents très très longues. Lui, il a débuté la politique depuis le berceau. Aujourd'hui, il est un des cadres du parti au RDPC du côté de la circonscription de Douala 4e. Il est même aussi élu aujourd'hui premier adjoint au maire de cette circonscription de Bonabéry. Il nous fait l'honneur d'être avec nous et surtout, il est communicant de l'homme-lion devant Dieu et les hommes. Bonsoir Raymond Biri. Bonsoir Onambélé, bonsoir à mes copanélistes et bonsoir aux nombreux téléspectateurs d'H Télévision. C'est un plaisir tout simplement d'être sur ce plateau. Allons donc dans le vif du sujet. Raymond Biri, peut-être commencer par vous. Depuis quelque temps, nous voyons que le rapport à la démocratie des Camerounais est de plus en plus floué, puisqu'on voit bien évidemment quelques désinformations par ici, l'intelligence artificielle qui, au lieu de travailler dans le bon sens et permettre aux Camerounais de mieux analyser des faits publics, vont plutôt dans le sens de pouvoir les désinformer. La dernière en date, comme je le disais tout à l'heure, c'est bien évidemment cette affaire de l'état de santé du chef de l'État, une affaire qui allait dans tous les sens. Les universitaires comme vous, parce qu'il faut aussi le rappeler, vous êtes enseignant dans une université privée de la place. Les universitaires eux-mêmes ne savaient plus à quel sens vous voyez. On se retrouve là, Raymond Biri, derrière une paresse intellectuelle de ceux qui doivent nous guider, qui doivent porter la lanterne, ou alors c'est simplement le peuple qui ne veut pas penser, comme le disait encore Thomas Hobbes. Non, en fait, le problème ne se situe pas à ce niveau. Moi, je pense que la classe politique camerounaise ou la scène politique camerounaise a atteint un niveau où tout est susceptible d'être politisé. C'est l'extrême politisation des faits sociaux qui crée ce problème-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si la voisine a versé de l'eau sur votre cou, on la politise tout simplement. On traite ce problème sur le prisme partisan. C'est parce qu'il est du SDF, c'est parce que tu es du RDPC. Si deux garçons se battent au quartier, on traite ce problème sur le prisme de partisans. C'est un garçon du MRC, c'est un garçon du RDPC. Vraiment, si une fille a eu un problème au quartier dans des circonstances bizarres, on politise cela. Voilà pourquoi aujourd'hui notre société
comme ça, le fait de tout politiser et crée de ce fait même beaucoup de fake news et traite de manière indigne l'information et la vie des êtres humains. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, pour politiser, suite à nos combats politiques, on est prêt à politiser même l'âge du chef de l'État et même la santé du chef de l'État. Tout le monde veut créer le buzz, tout le monde veut se saisir de la petite opportunité, la petite occasion de défaillance de quelqu'un pour porter cela sur l'arène politique. Voilà comment j'explique cela tout simplement. Et c'est pour ça d'ailleurs que ceux des partis politiques qui sont en mal de suffrage, qui sont à mal de proposer une alternative sérieuse et crédible aux Camerounais, qui sont à mal aux différentes élections parce qu'ils sont toujours battus par le parti auquel j'appartiens, le RDPC, trouve qu'aujourd'hui, il faut aller sur le terrain de la calomnie, sur le terrain des fake news, et voilà, au point même d'attaquer l'âge et la santé du chef de l'État. Voilà comment je peux expliquer cette situation-là, tout simplement. Cette prolifération, un peu mieux parler français, des fake news, Mathieu Rambiol, comment est-ce que vous l'expliquez, vous? Vous voyez, vous, lorsque la vérité est étouffée, on ouvre les portes aux rumeurs. Lorsque la vérité est étouffée? Oui. On ouvre les portes aux rumeurs, on ouvre les portes aux fake news. Parce que concernant par exemple la santé du chef de l'État, ça ne devrait pas faire l'objet d'un mystère. Ça devrait tout simplement, pour les citoyens, si le chef de l'État est en Chine, on sache qu'il est en Chine. S'il se déplace de la Chine pour aller à Genève, on devrait savoir qu'il est en train d'aller à Genève et qu'il est à Genève. S'il se déplace de Genève pour être à Paris, on doit être au courant. Si le chef de l'État a reçu tel émissaire d'un pays étranger, on devrait être informé que voilà. Donc, ça veut dire que ce mystère qui est entretenu, n'est-ce pas, ouvre les portes aux fake news et ouvre les portes au dérapage, ouvre les portes aux rumeurs. Donc, tout ce qu'on devrait faire, c'est tout simplement avoir la capacité d'être transparent, la capacité d'être vrai, et ça va atténuer effectivement les rumeurs et tout ce qu'on raconte autour de certains événements. Et c'est aussi valable au niveau même des ministères. Donc, quand le ministre de l'administration territoriale, s'il donne une position, il ne faudrait pas que cette position-là soit peut-être opposée à celle d'un autre membre du gouvernement, peut-être le porte-parole du gouvernement ou alors le directeur du cabinet civil de la présidente. Donc, lorsque les faits se présentent ainsi, ça ouvre les portes à tout, ça ouvre les portes. Et ceux qui aiment les fake news, qui aiment brutalement attirer l'attention des gens autour peut-être de ce qu'ils veulent écrire, de ce qu'ils veulent dire, n'est-ce pas? On trouve là des portes ouvertes pour pouvoir exploiter ces différentes failles-là. Donc, en fait, ce qu'on devrait apprendre, c'est véritablement de pouvoir dire des choses telles qu'elles sont, ne pas chercher à camoufler la vérité, ne pas chercher à étouffer la vérité, parce que camoufler la vérité, c'est une chose. Étouffer, ça veut dire que la vérité peut peut-être sortir d'un autre canal, mais on s'emploie à dire que non, c'est le mensonge, non, c'est un clip, comme par exemple aujourd'hui, on a là l'affaire du musicien Longuet, qui a été torturé dans des bureaux de la sécurité militaire, nous dit-on. Aujourd'hui, les Camerounais veulent savoir quelle est la vérité. Il y a une enquête qui est ouverte, mais pourtant dans les vidéos qui nous a été présentées, on voit des individus qui sont véritablement reconnaissables et qui pouvaient le plus rapidement possible soit être interpellés et être entendus. Mais il y a une enquête quand même qui a été ouverte. Voilà, on dit qu'une enquête est ouverte. À quel dessein? L'enquête est-elle ouverte? Est-ce une enquête interne pour cacher la vérité? Parce que, voyez-vous, on peut ouvrir une enquête interne tout simplement dans le but de ce que demain, une chose comme celle-là ne se présente pas, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas une fuite dans un tel service. Parce que on a vu comment, par exemple, en Europe, en France, à un moment donné, lorsqu'il y a des militants de Gilets jaunes avaient été éborgnés, avaient été blessés, avaient été extropiés, on a vu que
le résultat des enquêtes qui étaient ouvertes, c'est quoi? C'était une résolution demandant à ce qu'ils soient interdits dorénavant de filmer la police. Vous voyez? Donc ça veut dire que dorénavant, au bout de cette enquête, on peut, au lieu d'interpeller les coupables, on va plutôt aboutir avec des conclusions comme celle-ci, c'est-à-dire que dorénavant, il est interdit d'entrer dans un commissariat avec un téléphone portable, ou bien d'entrer dans une gendarmerie avec un téléphone portable, ou alors même on va recommander dorénavant à tous les membres de la sécurité militaire ou alors toutes les forces armées, lorsqu'ils font des interventions, de ne pas avoir des portables sur eux. Donc voilà, alors que le peuple a besoin de la vérité. Et à ce moment-là, qu'est-ce que le peuple va faire? Qu'est-ce que les autres citoyens vont faire? Ils vont créer du fake news, ils vont créer des choses qui ne sont pas vraies, tout simplement parce que la vérité est en train d'être étouffée. Moubarak Fundikou, on dit souvent qu'un peuple qui a la bonne information, c'est un peuple qui peut prendre aussi les bons choix. Aujourd'hui au Cameroun, ça va dans tous les sens, on ne sait plus véritablement où est la bonne information. Est-ce que ça n'a pas un impact sur la démocratie dans notre pays, Moubarak Fundikou? Je ne partage pas ce qui vient d'être dit. La bonne information se trouve à la bonne source. Si d'aucuns estiment qu'il y a matière à communiquer autour du chef de l'État, autour d'un responsable public, il faut aller vers les services concernés. Le chef de l'État, lorsqu'on parle de lui, le cabinet civil est, je pense, la seule instance habilitée à dire de ce qu'il doit juger. Parce qu'il faut aussi se dire quand même que ce n'est pas en matière de communication, et surtout en matière de communication politique, l'acteur ne dit pas tout, mais il dit ce qu'il juge opportun. Et décent aussi. Donc, c'est le cabinet civil qui doit juger de ce qu'il doit dire en ce qui concerne le chef de l'État. Ce n'est pas une question qu'on va traiter avec la plus simple banalité. Le MINAT a fait bien de rappeler que la santé du chef de l'État relevait d'une question de sécurité. Et lorsqu'on a déjà sécuriser une notion, c'est-à-dire que lorsqu'on enlève une notion du champ politique ordinaire pour le mettre dans le cadre de la sécurité, il ne peut plus traiter de la même manière, il ne peut plus être traité de la même manière que lorsqu'on parle des questions politiques ordinaires. Donc il faudrait qu'on essaie d'abord de se dire cela. Maintenant, pour revenir à la réalité des fake news, j'ai aussi cru comprendre que c'est parce qu'il y a manque d'information ou alors parce qu'il y a étouffement de l'information que les fake news pilulent. Je dis c'est faux. C'est faux parce que l'absence d'information, le manque d'information ne doit pas donner libre cours à la fabrication des fausses vérités. Mais puisqu'on n'a pas la vérité, oui, le fait de ne pas avoir la vérité ne doit pas donner libre cours à la fabrication des fausses vérités. Parce qu'après, il faut être conséquent. C'est pour cette raison que ceux-là qui créent les fake news, généralement, se trouvent hors du pays. Parce qu'ils ne veulent pas assumer les conséquences des fausses vérités. Je pense qu'aujourd'hui, la prolifération des fake news dans le champ politique camerounais relève généralement de deux ordres. Premièrement, il y a le manque d'intégrité qui habite les acteurs du champ politique, et il y a également le manque d'élégance. On nous a malheureusement appris au Cameroun qu'en politique, tous les coups sont permis. Et parce que tous les coups sont permis... Parce que c'est contraire ailleurs. Non, c'est pas... Il faut être élégant, il faut être intègre. Il faut, même si on veut se donner des coups, il faut se donner des bons coups, il ne faut pas se donner des coups sous la culotte. Mais c'est ce qu'on fait avec les fake news. C'est-à-dire qu'on invente des choses qui n'existent pas et on mobilise l'intelligence artificielle pour donner un semblant de vérité, à la fausse vérité. Voilà le problème. L'intelligence artificielle en soi n'est pas mauvaise. Elle permet de développer beaucoup de choses, mais sauf qu'aujourd'hui, elle est mobilisée comme une arme au service des contre-vérités dans le but de créer de la désinformation, de créer de la stupeur, de mettre le peuple en émoi afin de peut-être obtenir une forme de déstabilisation. Voilà le problème avec les fake news. Ça, il faut résoudre ça. Et je pense que c'est assez dangereux d'applaudir quand il y a une forme de prolifération de fake news et justifier cela par le fait qu'on estime qu'il y a étouffement de l'information. Je pense que sur la question dont vous aviez mentionné au début, le directeur du cabinet de la présidence a communiqué. Bon, le secrétaire général du RDPC, parti d'où est issu le président, a également communiqué dessus. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a communiqué. Et aussi, le MINAT a rappelé tout le monde à l'ordre en vous disant que la santé du chef de l'État relève d'une question de sécurité. Je ne sais pas si beaucoup de personnes ont fait des études de sécurité pour comprendre ce qu'un tel acte de sécurisation. Parce que là, c'est un énoncé performatif qui vous dit qu'on ne pouvait plus parler de ça n'importe comment. On doit parler de ça comment? Non, c'est-à-dire que lorsqu'on traite une question de sécurité, généralement, elle ouvre la voie à la dépolitisation de la question.
et ça rentre dans ce qu'on peut appeler l'exception. Et quand il y a exception, ça donne au pouvoir le droit d'utiliser tous les moyens possibles pour traiter de la question. Lorsqu'on sécurise une question, on peut même mobiliser jusqu'à la force armée. C'est à peu près ça, mais bon, c'est vraiment trop conceptuel. Je ne voudrais pas qu'on rentre dedans parce que là, ça relève des études de sécurité profonde et on n'est pas là pour ça, on est là pour expliquer des choses simplement aux Camerounais. Donc, il faudrait dire aux Camerounais d'apprendre à essayer de distinguer les fake news et puis de fact-checker. C'est-à-dire que lorsqu'ils reçoivent une information, qu'ils essaient de se dire est-ce que c'est la source, est-ce que telle personne est habilitée à dire telle chose, alors quel est son bord politique, pourquoi il le dit? Parce que quand tu vois un activiste qui a un certain bord politique donner une information, tu peux déjà te dire que cette information qu'il donne, c'est parce que son bord politique tient un certain avantage de si tel événement ou tel événement se serait produit. Voilà ce qu'il faut déjà dire aux Camerounais. Et puis maintenant, encourager la classe politique à rester quand même élégante, à rester intègre et décente. On ne fait pas la politique avec le mensonge. On ne fait pas la politique avec des coups bas. Non, apprenons à affronter nos adversaires politiques avec élégance. Gagnons quand on peut gagner et perdons lorsqu'il arrive qu'on perd, tout simplement. Raymond Biri, vous qui êtes universitaire, à côté de ces fake news intelligence artificielle, il y a aussi que nos intellectuels qui doivent porter la lanterne et nous guider eux-mêmes aujourd'hui. Ils ont été un peu floués, je ne sais pas quel est le mot que je peux utiliser dans cette affaire de conseil, qu'est-ce que je dis dans cette affaire de vacances à la tête de l'État du Cameroun. On a vu des professeurs agrégés en droit venir nous passer des informations erronées. On a vu tous les spécialistes en droit avoir des visions différentes pour après venir nous dire qu'ils n'avaient pas lu la révision constitutionnelle de 2008. Mais est-ce que ça aussi, qui est pourtant un élément fort, c'est-à-dire ceux qui sont intellectuels, universitaires, qui devraient apporter des éléments de réponse à la population, eux aussi entrent dans le jeu. Ça veut dire que parfois, quelqu'un qui est bien intelligent, avec un bon bagage, finalement vient devant une télé pour dire des choses pour que ça lui plaise et non ce qui doit être dit. Il faut avoir tout simplement l'humilité de féliciter mon copanéliste Moubarak sur l'analyse qu'il vient de faire à la suite des propos du précédent. C'est tellement clair que je ne sais pas, il fallait même plus poser une question. En fait, les fake news ne naissent pas du fait de la carence d'information ou du fait du blocage d'informations ou du fait d'obstruer des informations. Non. Sinon, vous allez me dire qu'aux États-Unis, on bloque les informations, on obstrue les informations. Or, c'est ces États aujourd'hui qui sont les États qui abritent le plus grand nombre de fake news dans le monde, tout simplement. Le fake news, justement, naît parce que nous sommes aujourd'hui à la recherche effrénée de l'exclusivité. Je dis bien effrénée de l'exclusivité. L'information hier, elle est claire, elle est nette, mais comme elle ne sort pas de l'ordinaire, il faut créer le sensationnel, il faut créer l'exclusivité en y ajoutant l'intelligence artificielle pour déformer en réalité la vraie information. Et ceci à coup, surtout dans le champ politique. Pourquoi dans les autres secteurs de la vie, il n'y a pas ces fake news? Parce que nous, les hommes politiques, nous, la classe politique aujourd'hui, nous utilisons donc ça, la désinformation, les fake news, à la recherche de l'exclusivité qui est susceptible de déstabiliser la société. Sur peut-être des combats politiques, parce qu'on ne veut pas l'amener à la régulière, on veut l'amener à l'irrégulière. C'est ce qui a conduit un certain nombre de partis aujourd'hui de se lever et de dire simplement d'attaquer sans élégance la santé du chef de l'État. Et juste pour moi, il n'y avait même pas de problème. Le chef de l'État n'avait pas atteint la limite qui est définie dans la Constitution. Le chef de l'État était encore dans la limite, dans les délais qui lui sont prescrits par la Constitution. Mais on a vu plusieurs universitaires, professeurs agrégés même, qui sont sortis pour nous dire que, pour nous sortir le fameux 45 jours, qui n'est plus dans la Constitution. Justement, c'est parce que les fake news nous mettent tous en déroute. Même un universitaire, Raymond Biri. Oui, je vous assure. Un mensonge répété à plusieurs reprises devient une vérité et ça vous met en doute vous-même. Et parfois, vous commencez à vous perdre dans des analyses et tout ça. Parce que, cher ami, l'intelligence artificielle aujourd'hui, si nous ne faisons pas attention, nous n'allons que consommer artificiel des informations. Parce qu'aujourd'hui, on vous dit qu'on peut vous fabriquer la vérité. C'est ça, on vous fabrique la vérité avec l'intelligence artificielle. C'est pour ça que tout le monde est rentré dans ce jeu. Tout le monde a perdu la lucidité parce qu'on a été manipulé, on a été embarqué dans ça, tout simplement. Mais il n'y avait pas de problème du tout. Écoutez, nous sommes quand même dans un pays où quand le président de la République sort, c'est annoncé. Quelques heures, quelques jours avant, le président de la République sort, va passer tel jour dans tel pays parce que
il y a telle chose. On le fait au Cameroun. Le président de la République est parti d'ici pour la Chine. Il est parti d'abord, bien avant ça, d'ici pour les Jeux Olympiques. Il est parti d'ici pour la commémoration, je ne sais pas, du 60e anniversaire du débarquement. Du débarquement. 80e. Alors, à chaque fois qu'il sort, on ne l'obstrue pas, on ne le cache pas. Vous verrez des gens danser au boulevard, sur son itinéraire jusqu'à l'aéroport. Vous le verrez faire la revue des corps constitués, le SGPR, le Premier ministre, ainsi de suite, les autres ministres qui l'accompagnent. Et puis il s'en va. On vous sort même la liste des personnes qui accompagnent le président de la République, tout simplement. Bon, il n'y a pas de vérité à cacher. Le président de la République, maintenant, certes, est un nom public, une personnalité publique, mais le président de la République a aussi le droit de la vie privée. Ce n'est pas un secret, les présidents français, les présidents américains, ils prennent les congés tous les juillet, août. Ce n'est un secret pour personne. Juillet, août, septembre, quand vous regardez le fonctionnement des institutions des présidents dans d'autres pays, c'est la période des congés des présidents de la République. Il peut se retirer pour 2 semaines, il peut se retirer pour 1 mois. Ce n'est pas anticonstitutionnel, le retrait privé d'un chef de l'État. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme nous, la classe politique, surtout les politiciens qui n'arrivent pas à battre le président de la République à travers les urnes, voilà qu'on s'adonne donc aux fake news pour chercher l'exclusivité, politiser cela et chercher à déstabiliser le Cameroun tout simplement. C'est aussi clair que ça. Mathieu Ambiol, la réaction après, effectivement, les propos de Moubarak Fondikou et de Raymond Berry. Il faut que les choses soient véritablement bien dites. Ce n'est pas que nous encourageons les fake news, que nous encourageons les Camerounais à croire beaucoup plus à la rumeur ou alors qu'à rechercher la vérité. Mais il faut comprendre que derrière la création des fake news, il y a une soif de connaître la vérité. Il y a une soif d'avoir la bonne information. Et dès lors que la bonne information elle est donnée sans cacophonie, vous voyez qu'un fake news s'essouffle de lui-même. Donc c'est aussi simple que ça. Et il a pris l'exemple des États-Unis. Même aux États-Unis, il y a les fake news, comme il disait. Effectivement, parce que parfois, il y a certaines chaînes qui font l'effort de tronquer la vérité et de camoufler la vérité et d'étouffer la vérité. Vous vous souvenez que lors des élections américaines, qui avaient entraîné la victoire de M. Trump devant Hillary Clinton, et que par la suite, pendant toutes les 4 années qu'il a dirigé les États-Unis, il a passé son temps à traiter la chaîne CNN de fake news, que c'était une chaîne fake news. Vous vous imaginez CNN? Non, c'est justement parce qu'il avait le sentiment que cette chaîne-là avait pris pour mission de donner une version des faits qui n'était pas bonne pour l'économie américaine et pour même sa présidence. Donc voilà pourquoi nous disons que quand on s'emploie à vouloir camoufler la vérité, à vouloir étouffer la vérité, on ouvre les portes aux fake news. Et c'est aussi simple que ça. Ce n'est pas que nous encourageons cela, ce n'est pas que nous souhaitons que ce soit la norme. La norme est que les citoyens doivent être véritablement informés et traités de telle sorte qu'il n'ait pas besoin de croire aux fake news. S'ils ont la vérité sur les déplacements du chef d'État, pas que en même temps, la cacophonie qu'on a eue autour du dernier séjour du chef de l'État à Genève, c'était dû au fait que les informations venaient de partout sans qu'on ait véritablement la bonne information. Ça veut dire pas donc obstruction d'information. Vous dites bien ça venait de partout. De partout, voilà. Sans qu'on ait la bonne information. Or, la bonne information, c'est lorsque, par exemple, si... De manière officielle. Oui, de manière officielle, on nous dit que le chef d'État est à tel endroit. Et on peut même nous donner un élément n'est-ce pas, qui montre effectivement qu'il est à cet endroit-là, mais on ne va pas cacher le chef d'État comme si c'est un être, je ne sais pas moi quoi, mystérieux, qu'il faudrait donc qu'il disparaisse de la scène publique pendant près de 40 jours à 50 jours, que les Camerounais ne sachent pas où il se trouve. Je pense que l'information est venue. Donc, non, oui, donc voilà pourquoi ça a entraîné la cacophonie qu'on a eue. Une simple réception du chef d'État d'un émissaire
en Suisse un matin aurait n'est-ce pas, amené les Camerounais à se consacrer à autre chose. Je veux dire quelque chose, 30 spéculer secondes. sur la santé du président de la République. Et vous connaissez ce que ça peut avoir comme impact sur les investisseurs. Vous parliez que, je pense que c'est vous qui avez dit que la santé du chef de l'État est une affaire de sécurité. Effectivement, parce que si on n'a pas la bonne information, ça peut amener le pays dans des situations qui sont véritablement troubles. Et ça peut aussi amener les investisseurs à se rétracter, à peut-être venir au Cameroun pour investir. Donc on a véritablement besoin de la vérité, de savoir comment fonctionnent les institutions, où est le chef de l'État et dans quelle direction nous sommes en train d'aller. S'il y a un flou, ça ouvre 30 secondes, et puis on respecte le tour de plateau, on revient à M. Moubarak. Je vais dire quelque chose de fondamental et de très important. Souvent, nous passons à côté, à la suite de ce que vous dites, on ne sait pas où le chef de l'État se trouve. Le président du Cameroun, le président de la République du Cameroun, est le seul président au monde qui, depuis 30 ans, quand il ne sort pas de son pays pour un événement international, pour un forum international, pour un sommet international, on sait exactement où il se trouve. Le seul au monde. Se trouve où? Il se trouve la plupart du temps à Genève, en Suisse. Le seul au monde où on sait exactement où il se trouve quand il ne sort pas pour un sommet. Alors quand vous nous dites qu'on vous cache les déplacements du chef de l'État, il y a des présidents dans ce monde qui se retirent en court séjour privé. Vous ne savez pas où il se trouve. Aux États-Unis, en France, un peu partout. Chez nous, nous savons exactement où se trouve notre président quand il n'est pas un événement international. C'est ce que je voulais ajouter. Allez, Moubarak Fondiko, vous vouliez réagir tout à l'heure. Je voudrais dire à mon co-panéliste de droite que la communication du président de la République et M. Biol, M. le vice-président, je voudrais lui dire que la communication du président de la République et même des personnalités publiques ne répond pas aux désirata des fabricants de fake news. Cette communication-là répond de sa propre politique de communication. C'est elle qui décide de ce qu'elle doit communiquer. C'est elle qui conçoit les messages et décide du moment où elle doit communiquer. Ce n'est pas parce qu'il y a quelques agitateurs dans l'espace public qui décident de créer une information autour d'un acteur que les services de communication ou alors les services habilités à communiquer vont se mettre à réagir. Sinon, n'importe quel badaud va balancer une information sur la toile et va exiger qu'il y ait une réaction. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Maintenant, pour revenir à la situation qui a fait cacophonie dans le milieu universitaire, bon, il est peut-être important de dire une fois la vérité aux Camerounais. Premièrement, il n'y a aucune limitation. Il faut que les Camerounais l'intègrent. Mais j'ai l'impression que tout le monde le dit maintenant après que le président soit revenu. Hein, parce il faut que les Camerounais avant tous les plateaux, moi je n'ai pas compris que quelque chose qui est là depuis 16 ans, que tous les universitaires, personne n'a vu que ça a été révisé, changé en 2008. La révision constitutionnelle de 2008 avait un effet Bird également, qui a obstrué le regard des Camerounais sur le fameux 6-4. L'article 6.4 de la Constitution qui a également été modifié. Et notamment, c'était parce que la modification de 2008 enlevait le verrou de la limitation des mandats. Donc, les gens sont restés dessus concentrés. Dessus, rien que sur la limitation des mandats, sans voir que même le verrou de la limitation des jours a été sauté. Ils n'ont pas tout lu. Il n'y a pas une limitation. L'article 6.4 dit exactement que le 6.4, lui, nouveau, donc, en cas de vacances de la présidence de la République pour cause de décès, de démission ou d'empêchement définitif, constaté par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau président de la République doit impérativement avoir lieu 20 jours au moins et 120 jours au plus après l'ouverture de la vacance. Dans ce qui est dit là, il n'y a aucune limitation, il n'y a aucune indication de séjour. Vous voulez nous dire que pendant que les Camerounais étaient en train de pérorer autour des 45 jours et qu'on a vu tous les grands docteurs, je ne vais pas citer leur nom ici, même les grands avocats, aller sur les plateaux, nous faire des démonstrations sur les 45 jours, personne n'avait lu cet article 6.4. Ce n'est pas moi qui le dis, je lis la Constitution. Et la Constitution n'indique aucune limitation de durée de séjour. Ça c'est clair, c'est ce qu'on a su après. Parce que tout le monde disait qu'après 45 jours, on va constater la vacance, et après le président a fait 49 jours, 50 jours. Dans les mécanismes de constatation de la vacance, c'est soit en cas de décès, soit en cas de démission. La démission est connue, tu écris un texte où tu dis je démissionne, tout le monde sait que tu as démissionné. Ou alors en cas d'empêchement définitif. Mais Moubarak Fondiko, n'allez pas loin. Laissez, nous on a déjà lu ça. On a déjà lu ça. Mais le problème c'est que même les universitaires qui devaient avoir la lanterne pour éclairer le peuple, eux-mêmes
ils sont déjà pires que je voulais pas utiliser le mot. Je n'ai pas envie Je sais que vous ne pouvez pas tirer sur votre propre pied. Justement, je n'ai pas envie d'accuser Je vois ma depuis où vous voulez population. effectivement esquiver Mais ça. il faut lire un peu Pascal Boniface, qui a écrit sur les intellectuels faussaires. Bon, je ne voudrais pas dire plus que ça. Mais il y a des gens quand même qui prennent leur toge pour mystifier un certain nombre de choses et déformer des vérités. Bon, je ne voudrais pas qu'on Mais soit là, je long. pense même que même il n'était pas au courant. Hein, Non, non, ces intellectuels. je ne peux pas penser qu'il n'était pas au courant parce que la lecture de la Constitution t'envoie rapidement fait comprendre que le Conseil constitutionnel est le seul à dire, à constater. Non, pas à constater, mais à constater de l'empêchement définitif. Mais encore, lorsque vous aviez lu la loi qui organise le Conseil constitutionnel, on vous dit que pour qu'elle puisse le constater, pour que le Conseil puisse constater cet empêchement l'Assemblée définitif, nationale. il faut que le président de l'Assemblée nationale, après avis conforme, ça il faut le préciser. Qu'est-ce qu'un avis conforme? C'est-à-dire que après l'avis conforme du bureau de l'Assemblée nationale, initie, donc saisisse le Conseil constitutionnel pour constat de la vacance. Cette saisine ne donne pas lieu à un constat automatique. Cette saisine donne lieu à une appréciation du Conseil constitutionnel qui peut dire effectivement que oui, il y a lieu d'une vacance ou alors non, il n'y a pas lieu. Mais il faut revenir à l'avis conforme, dit en amont. L'avis conforme veut dire que lorsque le président de l'Assemblée nationale va initier le constat au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, il doit requérir le oui positif de tous les membres du bureau de l'Assemblée nationale avant de pouvoir aller vers le Conseil constitutionnel. Il sera obligé même que de faire ce que le bureau a dit. Un seul membre du bureau dit non. Dit non, c'est qu'il n'y a pas, ça ne passe pas. Donc, dans ces conditions-là, on nous a tout dit sauf cela. Parce qu'il y a des acteurs. Mais pourquoi vos collègues ont esquivé ça, vous les universitaires? Tous, Mathieu Rombiol pourrait être témoin avec moi, tous nous ont embarqués dans une histoire compliquée. On ne comprenait bien plus qu'est-ce qui s'est passé. Les intellectuels de quel bord? Pourquoi on n'a pas peur d'aborder la question? Les intellectuels de quel bord, M. Onambé? Je vous promets que même ceux des mecs et avocats que j'ai entendus étaient aussi un peu proches. Lesquels? Si c'est les nôtres, c'est les nôtres. Il y a aussi certains qui sont proches de parce que moi, je pense que Raymond Biri. Bon, je ne vais pas dire ça, mais le professeur Onangini nous est des noms, pas des noms, ça fait longtemps qu'il parle de la théorie du Kaolan, où il nous fait comprendre quand même qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui veulent pourrir le pays de par l'intérieur. Donc, ils peuvent utiliser toutes les dynamiques possibles, quitte à mobiliser la désinformation pour faire passer un certain nombre de choses. Sinon, tout le monde est resté campé sur le 45 jours. Oui, mais le 45 jours est passé. Et lui, quand vous suivez, par exemple... Heureusement que même vous le dites à haute voix, que tout le monde est resté campé sur... Mais c'est ce qui se répétait à la radio. Il fallait juste lire la Constitution pour comprendre qu'en réalité, mais quand c'est dit par les gens qui, normalement, doivent dire la vérité et qui ont l'intelligence nécessaire pour le dire, vous voulez que nous on fasse comment? Ce sont les cyclopédies, pas les fake news. Mathieu Rombiol, parce que Moubarak, depuis il est en train de profiler, protéger ses confrères de l'université. Vous, quand même, vous vous êtes senti un peu mal aussi en voyant tous ces érudits qui, finalement, ne sont plus aussi érudits que ça. Non, ce qu'il fallait tout simplement faire, c'est que, par exemple, la chaîne officielle du pays aurait dû, à un moment donné, clarifier les choses, consulter les experts et faire savoir au peuple quelle est évidemment la vérité, qu'il ne s'agit pas d'attendre 45 jours pour constater la vacance à la tête de l'État. On voulait dire que tous les universitaires, là, ils ne savaient pas ça? Non, je veux dire que quand on veut communiquer et qu'on veut dire la vérité et éviter un désordre, un charivari, un boucan, on essaye d'organiser les choses, on essaye d'informer. Donc, vous avez vu que pendant près de 45 jours, comme vous disiez, nous avons vu des avocats véritablement les plus... Non, je ne veux pas citer les noms, les plus érudits, nous dire qu'ils attendent 45 jours. Ils nous ont clairement dit qu'ils attendent 45 jours avant de pouvoir s'exprimer. Alors que, clairement, on constate que dans la Constitution, il n'est pas prévu un tel délai pour faire constater la vacance au sommet de l'État. Donc voilà pourquoi je vous dis que cette soif de la vérité doit être à un moment donné traitée, elle doit être à un moment donné, comment on va dire ça, satisfaite.
quand elle n'est pas satisfaite, bon, ça va dans tous les sens. Nous étions tous convaincus que, bon, on comptait les jours. On comptait les jours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on comptait. Et M. Biya, lui, il est arrivé le 50e jour. Et apparemment, il a fait sciemment. Très fier de lui. C'est-à-dire que sur l'ignorance des Camerounais... Très régayadi, comme pour naguer l'ensemble des citoyens. Vous comprenez donc cette soif. Ce que Biol dit, c'est que sur l'ignorance des Camerounais, des gens ont construit des théories en réalité qui n'existaient pas, juste pour déstabiliser le pays. Et ça, c'est pas nous, le prototype des fake news. Voilà. C'est ce qu'on est en train de dire en d'autres mots. Je suis en train de dire que ceux qui déstabilisent le Cameroun sont aussi ceux qui retiennent la vérité. Bon, nous sommes sur le cas du fake news sur la santé du chef de justement, il faut tuer les fake news le plus rapidement possible, pas un communiqué. Non, c'est après les 45 jours qu'on s'est tous rendu compte qu'effectivement... Il n'y avait plus ça dans la Constitution. Du délai et que... Qui a lancé le Toutes débat? les chaînes de télévision et même de radio remontent. Et on n'a jamais ce débat. Et même vous dans le RDPC, ceux qui étaient représentants du RDPC, nous nous ont jamais dit que non, Monsieur Onambele, qui a lancé ce débat sur les fake news? Sur les 45 jours. Oui, qui a lancé ce débat? Je vous pose une question, ce n'est pas mon rôle, mais qui a lancé ce débat sur la place publique médiatique? Certains observateurs avertis de la scène publique camerounaise. Ceux qui ont parlé des 45 jours en premier, qui sont des pseudo d'influenceurs. Ouais. Et ils ont malheureusement été suivis par ceux qui devraient dire non. C'est-à-dire ceux qui devraient au moins aller contre. Les intellectuels. C'est ce que j'essaie d'expliquer. C'est-à-dire que les influenceurs ont posé quelque chose sur la table. Bon, il y a une erreur là-dedans. Malheureusement, ils ont été suivis par ceux qui avaient le devoir d'aller regarder le texte et venir dire que le texte dit que, surtout que le texte constitutionnel est suffisamment clair. Ils étaient censés venir dire que le texte dit que non, il n'y a pas de limitation en termes de durée de séjour à l'extérieur du pays. La vacance ne connaît pas cette disposition-là. Malheureusement... J'ai bien envie de vous demander, Moubarak Foundikou, est-ce que vous avez quand même fait une publication, vous qui semblez avoir eu l'information avant les 45 jours, parce que nous tous, on était dans les 45 jours. Hein. Moi, j'avais suivi ce que le MINA disait, on ne traite pas... De la santé du président. Sur la place publique. Ok, merci. Ça relève de la sécurité. Raymond Biri, un dernier mot peut-être pour sortir du sujet? Pour sortir du sujet, juste dire qu'il faut que les Camerounais restent vigilants. Les Camerounais sont des personnes intelligentes, ça se sait dans tout le monde entier. Avec ces 45 jours-là, vraiment le dire encore au voix, ce n'est plus convaincant. Hein? Non, on peut être intelligent, mais être ignorant sur certains aspects, sur certaines questions. On n'est pas expert en tout. Même nous qui sommes ici, nous ne sommes pas experts en tout. Il y a des choses que nous ne maîtrisons pas. Et donc, avec 2025 qui arrive, nous sommes à la veille de l'élection présidentielle, ce genre de tromperie sur la place publique, ce genre de communication à travers les fake news à outrance pour déstabiliser le pays vont continuer à faire surface. Nous interpellons tout simplement les Camerounais à rester vigilants et à s'en tenir aux canaux de communication par excellence de nos institutions pour avoir les bonnes informations sur le Cameroun, sur le président de la République et sur les institutions de l'État tout simplement. Allez, allons donc prendre la thématique principale de notre émission. On parle bien évidemment de cette potentielle alternance politique en 2025. Elle est appelée de tout vœu par certains militants de l'opposition camerounaise. On va regarder cette frange de la société camerounaise qui est les jeunes. Officiellement, on parle de 64% de moins de 35 ans au Cameroun. Et même dans la dernière phase d'enrôlement sur les listes électorales, ils ont encore été les plus nombreux. Mais bizarrement, et peut-être que je vais commencer par Raymond Biri, quand il s'agit de prendre du pouvoir, on n'a que des exceptions comme vous. Parce qu'après... on compterait sur le bout du doigt ceux qui réussissent tout de même à être, je voulais dire quoi, avoir une place au firmament. C'est pour ça que je commence par vous, vous qui avez peut-être eu cette chance-là. Comment vous avez fait et qu'est-ce que vous avez effectivement élaboré pour vous retrouver premier adjoint au maire de la commune d'arrondissement de Douala 4e? Non, premièrement, je ne veux pas m'arroger le privilège d'être le seul jeune qui occupe des positions. C'est qu'il y en a Douala 2, Zachary Ouseni. Après, je ne sais pas si on peut encore citer d'autres dans le RDPC qui ont cette chance-là. On peut en citer plein comme ça. Ma fonction m'a permis d'aller sur d'autres horizons, de visiter un peu le pays, d'aller à gauche, à droite, de comprendre qu'en réalité, nous qui nous vantons ici à Douala d'être les seuls, on se trompe carrément. Vraiment, nous nous trompons. Il y a bel et bien des jeunes
qui sont aux affaires au Cameroun. Je ne suis pas le seul jeune premier adjoint au maire du Cameroun. Non, c'est tout simplement pour dire nous sommes nombreux comme ça. Et voilà, c'est simple. Il n'y a que depuis 20 ans, notre parti politique, qui est le RDPC, et à la veille d'un certain nombre d'élections, que ce soit les élections municipales, comment est-ce qu'on appelle une circulaire qui encadre tout simplement le choix des candidats à ces différentes élections-là. Et depuis 20 ans, nous avons innové sur 3 points. Le premier point est celui de la promotion des nouvelles figures, tout simplement. Toutes les circulaires depuis 20 ans mettent cela. Le deuxième point est celui de la promotion du genre. Du genre, on trouve quoi? Les jeunes et les femmes. Et le troisième point est celui qui fait la part belle, surtout dans les grandes métropoles comme Douala, Yaoundé, à l'équilibre... Composition sociologique, comme on appelle ça. Oui, pour maintenir la cohésion, tout simplement. Alors voilà les 3 réformes, mesures fortes, innovantes que nous avons dans le parti qui fait qu'aujourd'hui, il y a des jeunes comme nous qui émergeons sur la place publique, qui avons des postes de décision. Vous êtes à Douala 4e avec moi, vous savez un peu, c'est mon premier coup. Je n'ai jamais fait une élection. C'est la première fois à une élection en 2020 que j'arrive. Je suis candidat conseiller municipal, je suis 12e sur la liste, je finis premier adjoint au maire. C'est grâce à ces réformes que nous avons mis dans le RDPC pour faire la promotion des nouvelles figures, des jeunes et la promotion du genre et la composante sociologique pour avoir toutes les couches au niveau des instances de décision. Et donc, quand je l'ai dit, M. Onambele, vous comprendrez qu'en réalité, ce n'est pas une histoire de moi seul ou de Douala 4, mais c'est une histoire dans toutes les communes du Cameroun. Il y a des jeunes qui ont 27 ans, qui ont 30 ans, qui sont conseillers municipaux, qui sont présidents de commission. Il y a des jeunes qui sont conseillers régionaux. Il y a des jeunes qui sont maires. Mon maire, M. Obi, il a 50 ans. Permettez-moi de le dire comme ça. Je suis arrivé là, justement, à 29 ans. 50 ans, c'est quand même... oui, c'est quand même... Je suis arrivé... Ce n'est plus jeune là-bas. Bon, ce n'est plus jeune. Ça fait un demi-siècle quand même. Je vous le concède, mais je vous dis comment nous sommes arrivés. Et puis maintenant, sur l'avenir des jeunes, nous sommes les plus nombreux. J'avoue aussi un peu que pour que cela soit possible, pour que les mesures, les réformes que nous avons prises en interne de notre parti pour favoriser cela, appellent aussi massivement les jeunes à s'engager. Que nous arrêtons d'être... Là, ils sont déjà engagés. Comment parler du haut engagement quand on voit quand même les chiffres d'enrôlement de ces jeunes-là lors des dernières inscriptions sur les listes électorales? On ne peut plus parler d'engagement, ils sont engagés. Monsieur Onambele, il y a 2 niveaux d'engagement et je parle sur le contrôle de Moubarak qui semble maîtriser ces questions. 2 niveaux d'engagement. L'engagement passif, c'est-à-dire que je me suis engagé, je me suis inscrit, je me contente de voter. Mais il y a l'engagement actif qu'il faut que vous ne preniez pas, vous soyez un acteur majeur de la chose. Très peu de jeunes aujourd'hui veulent cet engagement, ce type d'engagement-là. Et c'est pour ça que nous, qui sommes arrivés là, grâce aux mesures que nos partis ont mis en interne, nous devons justement les encourager à venir, tout simplement. Bon, nous exhortons les jeunes à arrêter d'être des engagés passifs. La vie politique ne s'arrête pas à s'inscrire et à voter, non. La vie politique aussi, il faut aspirer à devenir un acteur tout simplement. Je n'ai pas fait la magie, je ne suis pas entré, je ne sais pas moi trop quoi, je ne suis pas devenu, je ne suis pas... Mais c'est simplement qu'à un moment, je me suis dit, attends, mais arrêtons. Et j'ai trouvé que les textes qui étaient en place, les mesures, me permettaient d'aller me mouvoir et de m'exprimer et d'exprimer mes ambitions. Et je suis arrivé là où je suis. Ce n'est pas la magie, il faut le dire tout simplement. Je ne suis pas une exception comme ça au Cameroun. Maintenant, il faut savoir aussi que l'arrivée des jeunes à de hautes fonctions dépend de 2 paramètres. Le premier paramètre, il passe par une élection. Le deuxième paramètre, il passe par une nomination. Une nomination, et cela à la discrétion du chef de l'État. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, quand vous regardez partout le chef de l'État a nommé aujourd'hui, contrairement à la proportion dont des jeunes qui s'engagent activement, pas à la proportion de ceux qui s'engagent passivement, mais je peux vous assurer, quand vous regardez notre gouvernement, vous regardez le ministre de la Santé, qui court un peu partout. Aujourd'hui, vous avez appris qu'il est à Mokolo, demain il est à Douala, vous le retrouvez à Yaoundé. Et il y a un certain nombre de... Il a déjà les 50 ans, hein, donc pas plus très oui, jeune. Mais quand il est arrivé là, il n'est pas le seul. On regarde les DG. On a eu un DG, un directeur général des impôts à 36 ans dans notre pays. Le DG de l'ENAM. Le DG de l'ENAM, il a quel âge? Le DG de la Camouette, il a quel âge? Le PCA de l'hôpital général de Yaoundé, notre président national, ce sont des jeunes, ils sont arrivés là jeunes, peut-être ils ont pris un peu de l'âge à la fonction, mais ils sont arrivés là à quel âge? Bon, plus nous serons des engagés actifs,
plus nous aurons notre part et à travers l'élection et à travers la discrétion du chef de l'État tout simplement. Allez, et parlons un peu plus global. Mathurin Biol, laissons le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Raymond Biré veut nous faire monter dans les nuages. Ici, il me dit que là-bas, c'est tout rose globalement. Quand on parle d'alternance en 2025, Mathurin Biol, est-ce que vous voyez les jeunes en train de jouer une partition importante, essentielle, je voulais dire? Je pense que c'est un tournant historique et c'est un tournant qui tend les bras à la jeunesse. C'est à la jeunesse de saisir cette opportunité. C'est un cycle qui va être tourné. C'est une page qui va être, c'est une nouvelle page qui sera ouverte. Donc il va de soi que les jeunes devraient véritablement comprendre que c'est une opportunité historique. Je vous rappelle que lorsque cette page s'ouvrait, elle s'ouvrait avec des jeunes, c'est-à-dire qu'avec les Amadou Ahidjo qui a une trentaine d'années, n'est-ce pas, était ministre de l'Intérieur. Personne n'avait 40 ans à l'époque, 35 ans. Ministre de l'Intérieur, après ça, les premiers ministres, après ça, il devient président de la République. Toujours à la trentaine, moins de 40 ans. Et cette page continue à s'écrire avec M. Biya, qui à 28 ans était déjà chargé de mission à la présidence de la République. Et à 40 ans, pratiquement, il devient président de la République. Vous comprenez que cette page-là, qui s'était écrite avec ces acteurs-là. Et vous savez aussi que de l'autre côté, au niveau de ceux qui se battaient pour ce qu'ils ont appelé une indépendance réelle de ce pays, et qui combattaient les colons, pendant que les Amadou Ahidjo et les autres servaient les colons, eux, ils combattaient les colons. C'était aussi les jeunes. Exactement. Avec Oumniobé, 35 ans, et les autres, Ernest Wandje, les Momier, ainsi de suite, qui étaient... Comprenez donc il va de soi qu'aujourd'hui, cette génération-là est définitivement en train de vouloir céder le flambeau à une autre génération. Et ce sont les jeunes qui devraient être prêts. Sont-ils alors prêts? C'est la question que je voulais vous poser. Sont-ils alors prêts pour véritablement prendre la relève et pour prendre maintenant les choses en main? C'est là où nous les interpellons. Et le SDF a toujours voulu faire avec les jeunes. Vous savez, dans les municipalités que nous avons eu à gagner, c'était la plupart du temps toujours les jeunes qui étaient des maires. Et aujourd'hui, au niveau même des instances dirigeantes du parti, le chairman John Fundi, paix à son âme, qui est parti, était à plus de 80 ans. Donc, et aujourd'hui, le nouveau chairman, Joshua aussi, il est dans la cinquantaine. Et nous pensons que nous aurons besoin de ces personnes avec cette expérience-là pour conduire le pays dans les années à venir. Et il aura besoin aussi d'être secondé par d'autres jeunes. Donc, voilà pourquoi nous disons que le SDF est donc ouvert à ces jeunes-là qui ont de l'ambition, qui ont de la volonté et qui pensent qu'ils doivent saisir l'opportunité historique qui est en train de se présenter. Aujourd'hui, on a un pays qui est dirigé par un monsieur qui a 92 ans bientôt. Et je pense qu'il est plus que conscient du fait qu'il doit céder la place à une autre génération. Il est plus que conscient et il n'est pas le seul à être conscient. Il y a le président du Sénat qui doit assurer l'intérim au cas où le président de la République venait peut-être à ne pas être là demain. Vous comprenez que lui-même, avec non seulement son état de santé et son âge, il comprend qu'il doit céder la place à une autre génération. C'est aussi le cas du président de l'Assemblée nationale. Vous constatez que toutes ces institutions-là, ceux qui dirigent ces institutions-là, sont à un moment historique où ils comprennent qu'ils doivent passer le bâton à une nouvelle génération. Donc c'est là où ce qui s'est produit récemment au Sénégal nous interpelle. Vous avez vu le jeune Bassirou Diomaye Faye, à 38 ans, il devient président de la République du Sénégal, élu au premier tour. Comprenez que si les jeunes au Cameroun ne se sentent pas interpellés par ce qui s'est passé au Sénégal, ça veut dire qu'ils n'ont pas compris et qu'ils ne comprennent pas le message qui est en train de leur parvenir. Donc, mais je crois que les jeunes sont plus que conscients. Voilà pourquoi le pourcentage qu'on a obtenu lors des inscriptions sur les listes électorales montre qu'ils ont plus que jamais compris qu'il y a un tournant historique qui est en train d'être amorcé et qu'ils doivent être au rendez-vous.
Donc voilà pourquoi je suis confiant. Et je pense qu'ils sont conscients qu'aujourd'hui au Cameroun, il y a un parti de gouvernement qui est prêt à diriger le Cameroun et qui a un programme, n'est-ce pas, pour donner de la place à la jeunesse et pour porter les jeunes au pouvoir. C'est le Social Democratic Front. Allez, Moubarak Fundikou, on voit dans les jeunes qui sont déjà engagés, mais quelles sont les conditions qu'on peut mettre encore pour que cela puisse jouer un rôle important lors de cette fameuse alternance politique qui est appelée de tous les vœux, cette fameuse potentielle alternance politique qui est appelée de tous les vœux par tous les observateurs avertis? Bon, il n'y a pas de conditions particulières, si ce n'est ce qui est prévu par les tests. Qui donne la possibilité à des jeunes, quand on a 35 ans, d'accéder à des fonctions présidentielles. Je crois lorsqu'on a 21 ans, pour être dans des fonctions législatives ou municipales. C'est-à-dire que la loi elle-même ne discrimine aucun jeune. Si on a des compétences, si on s'engage activement, comme M. le maire venait de le dire, si on accepte investir le champ politique et mener les batailles qui sont celles du champ politique, quel que soit l'âge d'un acteur, on peut se retrouver à toutes les fonctions possibles. Aujourd'hui, on peut constater, depuis 2018, il y a une forme de renouvellement du champ politique. Alors, on n'a pas empêché aux jeunes qui ont aspiré à investir ce champ politique-là d'y arriver. On a vu quand même qu'un candidat qui est arrivé troisième à l'élection présidentielle, qui a hérité des décombres de l'UPC en Pays-Bassa, donc il a pris toutes les mairies où l'UPC a été et la Sanaga maritime. On a vu qu'il y a quand même un certain Serge Espoir Matomba qui essaye, donc il y a un ensemble d'acteurs politiques dont l'âge. Parce que bon, moi je ne suis pas très d'accord avec le concept de jeune et de vieux, parce que j'estime que ce n'est que la compétence qui devrait placer l'individu à une fonction et non son âge. C'est-à-dire qu'on peut être très jeune, très beau, mais pas compétent, alors ça ne vaut pas la peine. Si on est très vieux, pas compétent aussi, ça ne vaut pas la peine. C'est la compétence de l'acteur, quel que soit son âge, quelle que soit sa position, qui doit permettre à ce qu'on le place à une position de pouvoir. Parce qu'on ne parle pas quand même là, il ne s'agit pas de faire des petits cadeaux, mais il s'agit de diriger des hommes, de diriger leur destin. Mais vous savez aussi que ce n'est pas la théorie la plus partagée au Cameroun, la théorie de la compétence. C'est ce qui devrait être. Moi, je suis partisan de ce qu'il faudrait qu'on soit pas dans... bon, peut-être les positive actions, c'est bon, mais il faudrait quand même qu'on garde un substrat de compétences pour qu'on ne tombe pas dans les dérives. J'étais en train de dire que la classe politique camerounaise se renouvelle. Elle s'est renouvelée en 2018. On a vu beaucoup de nouveaux dans le champ qui sont des jeunes. Aujourd'hui, on a encore la chance qu'il y a une offre politique qui se construit autour d'un jeune. Il y a le mouvement des franquistes qui pense que l'alternance au Cameroun est une réalité qui peut avoir lieu demain, qui peut avoir lieu en 2025 ou dans un horizon plus lointain, mais c'est une réalité qui est certaine. Et autour de ce mouvement-là, on a pensé qu'il y a quand même un jeune Camerounais qui peut fédérer les différences, qui peut fédérer aussi bien les générations que les identités. Et donc, il y a pour moi un cadre radieux qui est en train de se construire pour le Cameroun à travers le concitoyen Franck-Emmanuel Biya, qui n'est, je ne voudrais pas évoquer le critère d'âge parce que, comme j'ai dit, la jeunesse n'est pas pour moi l'élément salvateur, mais qui, à ma foi, rassemble les atouts qui le permettraient de garantir la paix et la stabilité pour un bon long moment et un avenir radieux pour tous les Camerounais. Donc on peut quand même se dire que la jeunesse, à travers sa figure, peut avoir une bonne partition à jouer dans le cadre d'une alternance politique. Allons un peu faire de la science-fiction, et peut-être projetons-nous pour 2025, Mathurin Biol. Vous voyez quels jeunes jouer un rôle important dans cette potentielle alternance en 2025. S'il nous fallait... Bon, c'est vrai qu'on a déjà évoqué Franck-Emmanuel Biya, on reviendra là tout à l'heure, mais pour vous, quel est le jeune qui peut bouger les lignes? Bon, je sais que vous allez nous dire Joshua aussi, mais lui aussi n'est plus que le jeune. Hein? Quel niveau situez-vous alors finalement à la jeunesse? Donc si quelqu'un à moins de 55 ans n'est pas jeune, aspirer à la fonction suprême, vous voulez que ce soit à quel âge? De toutes les façons, nous pensons que c'est
ce n'est pas seulement le leader qui devrait être jeune, c'est tout le leadership. Oui, parce que véritablement, il faut une nouvelle vision. Il faut une nouvelle vision qui va porter ce pays. Et cette vision-là doit être portée par un leadership qui véritablement a assez d'énergie, a assez de vigueur, assez de tonicité et a des idées nouvelles pour embrasser les défis qui se présenteront à nous dans les années à venir. Ce n'est pas seulement donc l'individu qui sera en tête, mais c'est tout le leadership qui va l'accompagner. Parce que si on veut faire, comme disait le professeur Georges Ngango, lorsque le chef de l'État, M. Biya, est arrivé au pouvoir, mettre du 20 yeux dans des vieilles outres, il y a le risque qu'elles se cassent. Et si on prend du nouveau vin et qu'on le met dans les outres qui sont jeunes, qui sont bonnes, n'est-ce pas, il y a des chances qu'on puisse sauver ce vin-là. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'on a véritablement besoin des gens qui pourront véritablement... Parce que les défis seront énormes. Mais quand vous parlez, c'est qu'on va aller les chercher au Tchad. Écoutez, ils sont là. Mais c'est pour ça qu'il faut les interpeller. Il faut que les gens se bougent. Il faut que les ambitions naissent. Il faut que la volonté soit véritablement suscitée, bougée, n'est-ce pas? Afin qu'ils comprennent la nécessité de venir relever les défis qui vont se poser à nous. Donc, s'ils veulent abandonner ces défis-là avec des gens d'une ancienne génération, on va se retrouver avec l'inertie dont parlait M. Biya lorsqu'il parlait à la nation. Donc, on a besoin forcément que les gens qui ont de l'énergie pour affronter les années à venir. On parle aujourd'hui, vous voyez tous les défis qui se présentent à nous, l'Afrique qui est surpeuplée, la population, il faut la nourrir, et la population, même les jeunes, avait dit qu'il faut s'occuper d'elle, il faut l'éduquer, il faut la former, il faut trouver à cette population des emplois. Vous comprenez que ce sont les défis qui sont très grands, et ce ne sont pas des gens qui manquent d'énergie, n'est-ce pas, qui sont amorphes, qui viendront relever ces défis-là. Ce sont justement ceux-là qui ont assez d'idées fraîches, assez d'idées nouvelles, assez d'énergie, qui doivent venir aux commandes pour pouvoir relever ces défis-là. Voilà pourquoi nous pensons que il ne s'agit pas de se focaliser sur un seul individu. Je ne vais pas me mettre à citer ici. Il y a pour l'instant, il y a des acteurs politiques de premier plan, n'est-ce pas, qui présentent véritablement les caractéristiques de personnes qui sont véritablement capables de relever ces défis-là et qui sont là sur la scène politique. Je pense que les Camerounais sauront les reconnaître, et parmi lesquels, je ne peux pas manquer de le dire, l'honorable Joshua Ossi. Et encore, il faut le dire, Joshua Ossi n'est pas pour l'instant candidat à quoi que ce soit, parce qu'au SDF, il n'y a pas de candidat naturel à la présidence. On passe toujours par les primaires. Ça veut dire que je peux être candidat aux primaires pour être le candidat du SDF, tout comme un autre jeune, n'est-ce pas, au sein du SDF, peut être candidat aux primaires pour être investi comme candidat du SDF aux prochaines élections présidentielles. Donc, ce n'est pas parce que l'honorable Joshua Ossi est le président du Social Democratic Front qu'il est automatiquement le candidat du Social Democratic Front. Mais je pense qu'il a les compétences pour pouvoir relever ces défis-là. Raymond Biri, on parlait tout à l'heure effectivement d'une nouvelle dynamique. J'emprunte à Mathurin Biol d'un nouveau leadership. Quand on regarde quand même votre parti politique, on voit déjà que même votre, je veux dire quoi, corporation là-bas, je voulais dire les jeunes, dans le RDPC sont un organe annexe au RDPC. Donc le GRDPC, organe annexe au RDPC. Quand on regarde le bureau politique, bon, si on ne compte pas ceux qui sont déjà partis, que la terre nous enseigne soit légère, on n'a pas toujours une visibilité d'une certaine jeunesse. Comment est-ce que ceux-là, jeunes de votre parti, pourront faire pour changer la donne, pour changer les lignes et faire bouger les lignes? Puisque Mathurin Biol le dit, hein, il faudra forcément que cette alternance générationnelle se fasse à la tête de l'État. La question me gêne un peu, monsieur Onambele. Ah, ça, je savais. Oui, parce que vous et moi, on a souvent été ensemble. Si vous aviez un peu été observateur, vous n'aurez pas dû poser la question. Alors, quand on regarde les grandes messes de mon parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, je dis les grandes messes, que ce soit le Congrès,
Quand vous regardez le congrès, vous regardez l'estrade. Dernier congrès d'Adécan. Laissez-moi, je poursuis. Je veux juste savoir. Nous sommes tous polis. Vous avez dit des énormités. Non, je veux juste savoir. Non, je ne vous ai pas dit. Je n'ai pas dit que vous avez dit une énormité. Quand vous regardez le congrès, vous voyez que le président de la République est assis. Le président national, autant pour moi, est assis. Vous allez voir que la présidente nationale de l'OFRDP est assise. Et le président national de l'OJRDPC est assis directement après le président national, qui est le président de la République. Vous le savez. Et quand vous dites que les jeunes, on ne voit pas comment. Nous sommes là, mais c'est parce que ce n'est pas fait de l'agitation comme certains le font sur des plateaux de télé chaque jour, avec le ton condescendant envers les aînés, qu'on est forcément compétent. Vous comprenez un peu. Vous savez très bien que dans tout, quand on laisse même, on descend. Quand on arrive au niveau des sections, vous savez que toutes les fêtes de notre parti donnent lieu à des discours. Après le discours, et le discours du président de la section, c'est-à-dire celui qui couvre l'arrondissement, le discours de la présidente de l'OF, le discours du président de l'OJ. Et vous venez de dire quelque chose qui n'est pas correct. Nous ne sommes pas une annexe, nous sommes une organisation spécialisée au sein du RDP. Ça a changé le mot? Vous avez dit annexe, c'est différent de spécialisé. Ah ok, d'accord. Oui, annexe, c'est une case, on a mis là-bas, bon, ils sont là-bas, spécialisés. Et nous sommes, je suis aussi pas d'accord avec ceux qui pensent que... Et c'est un discours qui m'irrite un peu. Le Sénégal nous parle, tel pays nous parle. Les dynamiques de prise de pouvoir ou d'accession au pouvoir diffèrent en fonction de l'histoire sociopolitique de toutes les nations. Il n'y a jamais eu un président de 40 ans aux États-Unis parce que la dynamique de prise de pouvoir là-bas dépend de la réelle politique. Le parcours est long. Le parcours est long. Alors, la dynamique de prise de pouvoir au Sénégal Pama a été président en 42. est la réalité sociopolitique du Sénégal. Il y a une dynamique qui nous ressemble un peu, Raymond Biri, parce qu'on a presque la même composition sociologique, si on peut le dire ainsi, en termes de représentation. Notre dynamique de prise de pouvoir. Donc, quand vous regardez la sociopolitique, il y a un peu de sociopolitique du Cameroun depuis les indépendances et avant les indépendances même. Je suis revenu tout à l'heure, j'ai dit de 40 ans. On n'a aucun président américain à 40 ans jusqu'aujourd'hui. 42 ans, avec 42 ans. Voilà. Et donc, vous regardez cela, vous allez voir que tous les jeunes qui ont essayé d'accéder au pouvoir par des dynamiques différentes que celles de la cohabitation, de la collaboration, de l'insertion dans un système où ils apprennent aux côtés des aînés, n'ont pas accédé au pouvoir. C'est la dynamique qui est celle du Cameroun. Même ceux qu'ils citaient, quand ils sont arrivés à 29 ans, ils sont arrivés à 30 ans, et il y avait des aînés qui étaient là. Ils ont d'abord appris auprès de ces aînés avant qu'on ne les confie des postes de responsabilité. C'est la dynamique qui est celle du Cameroun. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, petit à petit, comme je vous dis depuis 20 ans, notre parti a compris cela, a pris un certain nombre de réformes pour dire promotion de nouvelles figures, promotion des femmes, promotion des jeunes. Et nous sommes ceux qui pensons que être jeune et prendre le pouvoir par la rue, ce n'est pas la solution. Être jeune et prendre le pouvoir par la prolifération des fake news déstabilisateurs, ce n'est pas la solution. Mais être jeune et prendre le pouvoir par l'apprentissage auprès des aînés, c'est la solution. Mais l'apprentissage parfois prend aussi du temps, Raymond Biri. Et on ne va pas prendre toute une vie ou toute la vie. Parce que si on regarde, par exemple, dans votre parti politique, je suis vraiment dans la science-fiction, hein, chers téléspectateurs. Si le président dit demain qu'il ne se présente pas en 2025, moi j'ai bien envie d'identifier un jeune dans le RDPC dont le nom va sortir comme ça. Et puis, je n'arrive pas. Pourtant, moi, je viens de vous donner un nom. Je vous ai donné un nom. À quel nom? Non, le nom que je vous ai donné a pris une carte du parti à Nice, en France. Ah, ok, d'accord. Le 6 novembre 2023. Je vous ai donné un nom. Il a pris une carte du parti. Bon, on ne peut pas négliger le potentiel que le peuple camerounais place en lui comme étant un acteur politique crédible, capable de fédérer les différences, capable de conduire la nation à des lendemains meilleurs. Mais vous ne voyez pas que le patronyme qu'il a pourra peut-être être un frein? Je pense que je vous ai déjà dit qu'il ne faudrait pas discriminer les Camerounais en raison de leur patronyme. Mais il a un nom que nous n'avons pas. Non, je dis qu'il ne faudrait pas discriminer les Camerounais. Quand le chef de l'État
quand le président de la République arrivait là-bas, c'est pas parce qu'il avait un patronyme. Alors, si M. Franck, qui est un Camerounais comme tous les autres, devrait arriver, parce que une frange majorité du peuple camerounais a voulu qu'il arrive à ce niveau-là, il ne faudrait pas qu'on le discrimine en raison de son patronyme. C'est un peu, vraiment, pour moi, c'est un coup bas. Il faudrait qu'on passe à autre chose, qu'on essaie plutôt de tenir d'autres considérations, de voir s'il y a peut-être en face de lui plus offrant, des choses comme ça, mais qu'on ne vienne pas dire que son patronyme, c'est un Camerounais. On ne va pas le jeter. Alors, si aujourd'hui, il veut une fonction politique, quelle que soit la fonction qu'il voudrait au Cameroun, on va dire que c'est parce que le fils de tel, il ne devrait pas avoir, il n'a pas une vie, en dehors, c'est pas normal. Je pense qu'il faut qu'on passe vraiment... c'est un Camerounais. Et aujourd'hui, beaucoup de Camerounais se réfèrent à lui, le voient comme l'acteur politique majeur capable de conduire une transition, une alternance pacifique. Le moment peut être celui de demain, ça peut être celui de 2025, celui de 2030, mais toujours est-il quand même qu'à l'observation, il semble fédérer aussi bien les générations, c'est-à-dire les considérations d'âge dont vous soulevez, que les identités. Alors, s'il a cette capacité-là, son patronyme ne devrait pas déranger. Pour moi, il ne faut vraiment pas... Mais on parle d'un homme discret qui, même les sorties publiques ne sont pas souvent éclairées, qui n'a pas une visibilité, on peut le dire. Tu vois comment il sortira de nulle part comme ça pour être, entre guillemets, candidat et peut-être le président. Bon, la discrétion d'un homme discret qui n'a pas de forte communication politique, je pense que cela relève de son école politique. Parce que le chef de l'État lui-même ne parle pas trop. Si les agitations récentes à Genève auraient dû pousser le chef de l'État à faire une déclaration, mais il n'a pas trouvé opportun de le faire. Je pense que M. Franck-Emmanuel Biya, qui a certainement appris aux côtés du chef de l'État, comme il venait de l'indiquer, c'est-à-dire qu'on accède à certaines fonctions politiques par apprentissage. J'ai même vu que le chairman Joshua Oshie aujourd'hui a d'abord longuement appris aux côtés du chairman John Fondi avant de se retrouver là où il s'est retrouvé. Donc, je pense que le concitoyen Franck-Emmanuel Biya, qui certainement a appris aux côtés du chef de l'État, a des ressources pour la fonction. Donc, il ne faut pas... le patronyme n'a vraiment pas grand-chose à jouer là-dedans. Et maintenant, son silence peut s'expliquer par cet apprentissage-là. Ça peut s'expliquer parce que le chef de l'État n'a pas l'habitude d'être prolixe, mais il a l'habitude de communiquer à travers les métaphores. Et lorsqu'on regarde le concitoyen Franck-Emmanuel Biya, tout ce qu'il a posé comme acte à partir de 2020 ou 2021 ne peut pas être lu comme des actes anodins. On peut attacher à chaque acte qu'il a posé une connotation politique. C'est-à-dire que on se rendra compte qu'il n'avait pas fait d'apparition publique avant le 6 novembre 2021, lorsqu'il se rend à Fouman, lorsqu'il va au sultanat de Ouabamoun. On se rend compte que son papa l'avait également fait lorsqu'il était devenu président. On se rend compte qu'il allait à Rebouba, le 6 novembre 2022. Bon, dans la nomenclature traditionnelle du Cameroun, on considère, il est aussi à Garoua, on considère ces chiffres-là comme étant partie de neuf du pouvoir. Et on se rend compte qu'en 2023, il est allé à la rencontre de la diaspora. Le 6 novembre toujours. Il y a là quand même des défauts de communication qu'il faut pouvoir déceler. Bon, même si elle n'est pas affirmée. On l'a vu descendre à Mankolo auprès des sinistrés. Exactement. Avant cela, il y a eu beaucoup de sinistres au Cameroun, on ne l'avait pas vu. Je pense quand même qu'autour de cet acte-là également, bien sûr, il y a beaucoup de philanthropie vu que ce sont ses voisins, mais ça dit quand même de l'engagement d'un acteur à être beaucoup plus présent dans le champ social, le champ public. On l'a vu au sommet des chefs d'État de la CEMAC. Des discrétions disent, bon, je n'ai pas vu le huis clos, mais des gens le disent. Donc, on l'a vu quand même proche des chefs d'État. On l'a vu lors de la visite du président Emmanuel Macron au Cameroun. On l'a vu accompagner le chef de l'État en France au sommet sur la paix. On l'a vu en Russie. Bon, on l'a encore vu récemment là, en Chine et dans différents sommets, dans différents moments de la vie diplomatique de l'État. Il est quand même devenu, à partir de 2021, un nouvel acteur qui tend à apparaître beaucoup plus. Madame Foundiko, donc vous êtes en train de dire que le chef d'État Paul Biya est en train de fabriquer un dauphin en cachette et sous nos yeux? Non, je ne sais pas ce que j'ai dit. Et qu'on n'arrive pas souvent à déceler, parce qu'effectivement, quand vous venez de revenir sur ces différents déplacements de 2000 en 2023, moi-même, je ne l'avais pas vu. C'est bien ce qu'il dit. C'est le successeur vous ne me faites pas dire les choses. Le chef de l'État n'a jamais parlé de dauphinat. Le chef de l'État dit que dans une
moi aussi, même tu es en train de le dire. Hein. Vous me laissez au moins finir. Allez-y. Le chef de l'État dit que dans une démocratie fonctionnelle, les têtes sont claires. C'est-à-dire que s'il y a un Camerounais qui veut se porter à une élection candidat, et qui peut gagner, qui gagne son élection tout simplement. Si aujourd'hui, là je vais essayer de paraphraser le ministre de l'Enseignement supérieur, le militaire, si aujourd'hui le bureau politique décide de disposer que pour le cadre du RDPC, le nouveau président, c'est M. Franck Biya, c'est une décision du bureau politique. Il peut être candidat dès lors qu'il est à ce niveau-là. Donc, ce sont des possibilités. Ça ne relève pas du chef de l'État. Il n'y a aucune fabrication qu'on doit imputer au chef de l'État, mais on peut du moins observer qu'il y a un acteur qui accepte aujourd'hui de s'affirmer sur le champ social camerounais. On ne peut pas dénier cela, que ces différentes apparitions disent quand même d'une forte présence d'un acteur qui n'était pas là, qui était absent dans le champ social, et donc par conséquent, on peut s'appuyer dessus pour dire quand même qu'il y a de bonnes chances pour lui. Il y a, et surtout que quand je regarde l'offre politique en face, je ne vois que des personnes qui sont beaucoup plus attachées à la fibre tribale, à l'ethnicisation du champ politique, et aussi qui jouent avec les coups bas, donc qui ont des milices cybernétiques, qui ne construisent des projets politiques qu'autour de fake news. Aujourd'hui, il y a un parti, c'est dit principal parti d'opposition, qui est cantonné dans la région d'origine de son leader. Il y a le SDF qui souffre de la crise dans les régions anglophones, ce qui dit que le véritable ancrage politique de ce parti se retrouve à cette région-là. Il y a quand même un opposant qui est arrivé troisième à l'élection présidentielle, qui nous a montré, de par la géographie de son électorat législatif et municipal, qu'il est ancré uniquement en Pays-Bas. Et donc, quelle est l'opposition qui peut offrir au Cameroun une alternance politique globale qui porte la nation dans son entièreté? Je n'en vois pas encore jusqu'à présent. Donc je pense que l'acteur Franck Biya est un acteur qui a toutes ses chances, d'accéder à la magistrature suprême. Surtout qu'aujourd'hui, il y a un groupuscule de Camerounais, en grande majorité, qui appelle à son investiture dans le champ politique. Voilà. Biol, je voulais vous poser une question, mais tout à l'heure, vous voulez vous exprimer. C'était pour dire quoi exactement, Mathurin? Non, je suis juste un peu amusé par l'analyse que M. Moubara vient de faire. Je suis amusé parce que il a essayé de décrire les différents ancrages de cette information politique, et il a essayé de brosser un profil du fils actuel du présidentiable. Pourquoi vous refusez de le dire? Du fils du chef de l'État. Non, il ne faut pas dire le fils, je n'ai pas dit le donc, fils. En nous le présentant comme quelqu'un qui a un profil qui est au-delà de certains clivages peut-être régionaux, ethniques, tribaux, ainsi de suite. Mais pourtant, il n'a jamais été candidat à une quelconque élection. On ne sait pas quelle est sa base, on ne sait rien. Donc, et en plus, il vient tout juste d'être militant du parti politique qui est au pouvoir. Bon, de toute façon, pour ce qui est du SDF, puisque je prêche pour ma chapelle, le SDF est un parti qui a une occupation nationale du territoire. C'est un parti national, c'est un parti qui est dont le leader, le premier leader, le chairman Idriss Fundi, a gagné une élection présidentielle au Cameroun en 1900. Il n'a pas été président. Il a gagné, je dis bien qu'il a gagné une élection au Cameroun en 1992. Donc, mais les résultats qui ont été promulgués par la Cour suprême, qui en ces temps-là, n'est-ce pas, officier en lieu et place du Conseil constitutionnel, n'est-ce pas, lui ont donné la deuxième place avec 36%. Donc, on ne peut donc pas dire que c'est un parti qui n'a que peut-être le nord-ouest ou le sud-ouest comme passion, puisqu'on ne peut pas gagner une élection avec 36% au Cameroun si on n'a pas une envergure nationale. Et en plus de cela, le SDF, n'est-ce pas, a des élus, on peut dire, sur la plupart des régions du Cameroun, sur le plan national. On a eu des sénateurs à la Damawa, on a eu à l'Est, on a eu des députés, on a eu des conseillers municipaux, on peut dire dans toutes les 10 régions. Donc, ce qui veut dire que nous sommes prêts à gouverner. Il faut le dire clairement. Parce que nous sommes d'autant plus prêts à gouverner que nous avons, au sein de
de la structure qui dirige notre parti, il y a un shadow cabinet, n'est-ce pas, où des militants se préparent à diriger le pays et sont déjà en pole position et passent la grande partie de leur temps à rappelez-le travailler. Que vous êtes ministre des Transports et des Travaux publics dans ce shadow cabinet. Oui, et maintenant, j'ai été nommé, n'est-ce pas, au shadow cabinet par le chairman Ni John Frundi. Et lorsque le nouveau chairman a pris les rênes du parti, l'honorable Joshua aussi, il m'a confié plutôt, n'est-ce pas, de travailler au niveau de la commission en charge des sciences et technologies. C'est là où maintenant je travaille. Donc, je peux dire quoi, que nous sommes prêts. Au SDF, nous travaillons, n'est-ce pas, à contrôler l'action du gouvernement et à préparer une alternative aux différents programmes que le gouvernement met sur pied. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas, nous ne sommes pas cantonnés dans une quelconque région, dans quelconque région. Nous sommes en train de travailler davantage, n'est-ce pas, à être toujours présent sur l'ensemble du territoire national, et les prochaines élections vont le montrer. Donc, celui qui porte et celui qui portera les aspirations ou bien qui portera la caution du parti, n'est-ce pas, sera un candidat pour gagner les élections présidentielles et non pas pour, n'est-ce pas, être uniquement le représentant d'une partie du pays. Raymond Biri, tout à l'heure, je vous posais la question de savoir est-ce qu'il y a un jeune dans le RDPC au cas où le président de la République ne venait pas se présenter en 2025 qui pourrait sortir. C'est vrai que Moubarak, lui, nous a plutôt parlé de Franck-Emmanuel Biya. Peut-être avant de donner un nom d'un autre jeune dans le RDPC, sur la question de Franck-Emmanuel Biya, vous, qu'est-ce que vous pensez, puisqu'il est aussi militant de votre parti actuellement? Écoutez, monsieur Onambele, je vais être clair. Nous sommes le parti qui avons les rênes du pays aujourd'hui. Nous sommes le RDPC, le parti au pouvoir tout simplement. Et depuis longtemps, notre président national a prôné une politique d'ouverture. Ça veut dire quoi? Le président national, depuis qu'il a pris le pouvoir au Cameroun depuis 1982, a toujours tendu la main à tous les Camerounais, qu'ils ne soient pas de son bord politique, qu'ils aient une idéologie différente, qu'ils soient d'une autre obédience politique, il a toujours tendu la main parce qu'il a voulu construire, je disais, une démocratie apaisée. Alors nous sommes le RDPC, nous sommes dans cette dynamique d'ouverture pour tous ceux qui veulent construire un Cameroun prospère, un Cameroun uni dans sa diversité, un Cameroun debout, fier, un Cameroun qui sera fort pendant les prochaines années de bouleversement de la géopolitique mondiale. Un Cameroun debout, nous avons toujours la main tendue. Et nos textes sont clairs. Quelqu'un a parlé de candidat naturel tout à l'heure. Non, nos textes parlent de candidat statutaire. Notre président national est statutairement celui qui va nous représenter tout simplement à l'élection présidentielle. Nos textes sont clairs là-dessus. Maintenant, comme nous sommes dans une dynamique d'ouverture, de main tendue, on ne sait jamais. Le leader du mouvement franquiste, je ne sais pas trop, ça reste un mouvement, mais nous assumons notre position de politique d'ouverture, nous tendons la main à tout le monde. Et tous ceux qui pensent qu'ils ont les compétences, les dispositions à gérer ce Cameroun dans la philosophie définie par le président de la République, c'est-à-dire un Cameroun prospère, uni dans sa diversité. Et il y a plein d'autres jeunes comme ça qui sont compétents, mais comme je l'ai dit aujourd'hui, nous, notre dynamique de prise de pouvoir, nous les jeunes au sein de... Donc Franck-Emmanuel Biya, ça ne vous embête pas? C'est de l'apprentissage. Il faut venir apprendre auprès de ses aînés, et pourquoi pas un jeune. Pas seulement Franck Biya, mais plein d'autres jeunes très compétents là-dedans. Moubarak Fondikou, pour sortir du sujet, vous voyez, Franck-Emmanuel Biya ne sera pas aussi accueilli à bras ouverts un peu de partout, Moubarak. Non, mais je n'ai pas dit que le tapis lui était dressé. Vous sembliez faire de son patronyme l'élément qui l'ouvrait ses portes, mais voilà le militant du RDPC qui vous dit que c'est la compétition au sein du parti. Il faut rentrer et puis c'est le parti qui juge de si vous pouvez porter le parti ou pas. Donc en réalité, nous ne sommes pas dans les dynamiques de facilité. Nous pensons en tant que franquiste qu'il est le bon acteur pour le Cameroun. Quel que soit le bord dans lequel il se trouve, il est le bon acteur et nous travaillons pour cela. Si ça épouse les idées de son parti,
tant mieux. Si cela ne pousse pas, nous continuerons dans notre action à le porter, à le soutenir et à l'appeler à s'investir dans le champ politique parce que nous pensons qu'il est le garant de la stabilité pour les années présentes et futures pour les Camerounais. Donc, et quand vous dites que vous allez continuer, lui-même il a dit que tant que le père Alain ne sera pas là, je pense bien c'était le 6 novembre de l'année dernière. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit qu'il ne faut pas dénaturer le discours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'actuellement... Il dit qu'on doit d'abord soutenir bien évidemment, puisqu'il est là. Le chef de l'État est en fonction. Les Camerounais l'ont accordé un mandat en 2018. Il a même lui-même dit qu'il peut décider en 2025 soit de rentrer au village, soit de rester à Yaoundé. Alors, pourquoi voulez-vous qu'on soit dans une dynamique où on pousse la chaise du chef de l'État quand lui-même il est encore assis dessus? Mais ce que nous nous disons, c'est que l'alternance, aussi lointaine fût-elle, est certaine. Mon arrivée à cette émission est consubstantielle à mon départ. Ça veut dire que nous pouvons infiniment tirer la durée de l'émission, mais à un moment, il faudrait que je passe. C'est ça la logique de l'alternance. Et donc, nous nous préparons par rapport à une alternance pacifique, une transition réussie au Cameroun. Quel que soit le moment qui viendra, nous pensons qu'il est certain et que la construction politique que nous sommes en train de faire actuellement est celle-là qui permettra que les Camerounais se retrouvent dans un cadre de partage, dans un cadre d'unité, dans un cadre de rassemblement qui puisse garantir pour toutes les générations et pour toutes les identités les meilleures conditions de vie possibles et surtout la paix et la stabilité. Voilà. Merci à vous, Moubarak Fondiko, d'être passé par ici. Très content de vous avoir reçu. Je vous remercie infiniment. Je pense que le mouvement des franquistes dans son ensemble vous remercie pour toutes les fois que vous lui sollicitez afin que nous continuions à édifier nos concitoyens, que nous continuions à éclairer les lanternes. Et je réitère encore ce que je disais au début, qu'il faut que les Camerounais comprennent qu'autour du Cameroun, il y a beaucoup de vautours, il y a beaucoup d'acteurs qui ne sont que muets par la déstabilisation et donc qui doivent rester résilients, ils doivent croire en la République, ils doivent croire aux institutions qui sont fonctionnelles et se dire qu'un avenir meilleur est en préparation pour les Camerounais, aussi bien des générations présentes que des générations futures. Mathieu Rambiol, merci d'être passé par ici et surtout, peut-être rappeler et dire un grand merci au président, je vous l'ai dit, président fondateur du mouvement franquiste Rem Noumeux, qui nous a permis effectivement de vous avoir ce soir. Mathieu Rambiol, merci d'être passé par ici. Merci, c'est nous qui vous remercions pour l'invitation. Donc nous avons été honorés de participer à ce débat. J'espère que nous avons éclairé à l'antenne de vos téléspectateurs et nous sommes disposés toujours à vous apporter notre contribution au sujet que vous aimeriez bien mettre sur la table. Raymond Biri, on se dit au revoir. Au revoir et merci, félicitations à mes copanélistes. Je crois que nous avons eu un débat apaisé et c'est tout ce qu'on souhaite tout simplement à tous les jeunes Camerounais qui souhaitent participer activement à la vie de notre pays, tout simplement. C'est la bonne voie pour arriver au pouvoir et non celle de la rue, de la déstabilisation ou des fake news. Vous l'avez si bien dit, effectivement, aujourd'hui, c'est un débat qui a été plus ou moins calme. C'est aussi ça, la République. On peut être des bords différents, mais surtout pouvoir s'entendre sur certains faits. Grand merci à vous pour cette hauteur d'esprit que vous avez fait part ce soir. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de rester sur la meilleure des télés d'HTV. Face à vous, c'est lundi prochain lorsqu'il sera 20h30. Au revoir. Wow, ça